Voilà, bonjour. Mon nom est Manu Stripsen et je suis psychologue au sein du CARA. Alors je vais essayer de parler lentement et essayer de terminer mes phrases, ce qui n'est pas garanti, pour vous expliquer un petit peu le permis de conduire et l'aptitude à la conduite. Alors je vais d'abord exposer quelques règles concernant le permis de conduire et l'aptitude à la conduite sur le plan légal, quels sont les aspects légaux et quels sont les critères médicaux, en tout cas certains médicaux qui sont pour nous importants. Je vais aussi et surtout parler du CARA, de qu'est-ce que le CARA, quelles sont ses missions et la procédure d'évaluation de l'aptitude à la conduite, car en fait c'est de ça dont il s'agit essentiellement. Alors, la conduite automobile, on vient d'en parler justement, c'est quelque chose qui est très important. Très important, et d'autant plus important, je dirais, que lorsqu'on a une personne avec des difficultés de mobilité et autres, ou bien l'âge, la conduite automobile reste souvent le synonyme de l'autonomie, de la liberté, ça facilite l'intégration sociale, ça facilite lorsqu'on a été hospitalisé et pour un problème grave en AVC ou autre, eh bien ça facilite la reprise professionnelle éventuellement. Donc ça permet aussi de garder une grande confiance en soi. Donc c'est quelque chose, c'est une question qui est pour tout le monde une question très importante. Mais obtenir et garder son permis de conduire, il faut quand même respecter certaines règles, et c'est ce que nous allons voir. Alors, on peut dire qu'une personne est apte à la conduite si elle répond à 3 critères. C'est ce que disait Brouwer de l'équipe de neuropsychologie de Groningen aux Pays-Bas. Mais il faut d'abord avoir une très faible probabilité d'avoir une perte de contrôle au volant. Donc une perte soudaine et imprévisible. Donc on pense évidemment tous les critères d'épilepsie et autres, mais aussi d'hypoglycémie. Il faut surtout, c'est là que moi j'interviens, posséder les habiletés, l'aptitude perceptive, cognitive et motrice suffisantes pour pouvoir conduire. Alors on sait que la conduite automobile est une activité essentiellement visuelle. Parfois on entend que 90% des informations est de nature visuelle. Peu importe. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'observer le plus rapidement possible les choses essentielles pour pouvoir moduler sa conduite automobile en fonction des circonstances. Donc tout ce qui est attention visuelle, tout ce qui est perception visuelle sera évidemment quelque chose d'important. Il faut aussi avoir une attitude, une responsabilité sociale suffisante et pour pouvoir conduire. On pourrait donc considérer qu'une personne qui est, je dirais, un sociopathe au niveau de la route, c'est-à-dire qui continuellement met en danger soi et les autres, pourrait constituer éventuellement, constitue une condition d'inaptitude à la conduite. Et puis, il faut satisfaire à la législation. Ça concerne la capacité de conducteur, qui est mesurée par les examens, et l'aptitude à la conduite sur le plan médical, et c'est les critères médicaux, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Alors, la conduite automobile et le permis de conduire, bien, il faut évidemment des exigences. L'arrêté royal du permis de conduire prévoit un certain âge. Pour la conduite automobile, on va dire 18 ans, ça peut parfois être un peu plus tôt pour l'apprentissage. Il ne faut pas être déchu du droit de conduire, il faut donc réussir un examen théorique, un examen pratique de la conduite, et également réussir un test de lecture lors de l'examen théorique. Et il faut satisfaire aux critères médicaux. C'est donc que la conduite automobile n'est pas un droit. Si la mobilité est un droit, la conduite automobile n'est pas un droit. C'est une sorte de diplôme. Alors, quelle est la durée de validité d'un permis de conduire? En Belgique, le permis de conduire est à durée indéterminée. Oui, c'est vrai, mais déjà, on voit que dans la pratique actuelle, lorsqu'on a son nouveau permis de conduire, c'est-à-dire la carte plastifiée, elle a déjà une durée de validité limitée à 10 ans. C'est une mesure administrative. Parfois, on attend que ça pourrait être aussi l'occasion de valider en quelque sorte son aptitude sur le plan médical. Mais ce n'est pas encore le cas. Mais aussi, il y a l'article 8.3 de la loi relative à la police de circulation routière qui prévient que tout conducteur doit être en état de conduire, c'est-à-dire présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habilité nécessaires. Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent
et doit avoir constamment le contrôle du véhicule et des animaux qui conduisent. C'est ainsi que, dans certains cas, la police peut utiliser cet article 8.3 pour engager une procédure de déchéance du droit de conduire. Et puis, il y a l'article 24 de la loi relative à la police de circulation routière qui détermine ou qui précise que le titulaire d'un permis de conduire belge doit présenter son permis de conduire à l'autorité qui l'a délivré, c'est-à-dire à la commune, soit pour émargement, soit pour retrait s'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le roi et qui sont repris par l'annexe 6 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Ce qui veut donc dire qu'il faut constamment satisfaire aux critères médicaux. Alors, quelles sont la responsabilité? Quelle est la responsabilité du conducteur? Quelle est la responsabilité médicale relative à l'aptitude médicale? D'abord, la première responsabilité, c'est le conducteur. C'est le conducteur qui doit s'informer auprès de son médecin lorsqu'il a des doutes relatifs à son aptitude à la conduite. C'est-à-dire si, oui ou non, il correspond aux critères médicaux. C'est la responsabilité du conducteur également de remettre son permis de conduire à la commune lorsqu'il ne satisfait plus aux critères médicaux par l'application de l'article 24. Et s'il ne le fait pas, eh bien, il peut être en infraction justement par rapport à l'article 8.3, c'est-à-dire qu'il n'a plus les conditions pour pouvoir être apte à la conduire. Il risque donc une déchéance du droit de conduire et de ne plus être couvert par son assurance. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'assurance justement? Tout véhicule automobile qui circule sur la voie publique doit être couvert par une assurance. Et il y a une sorte de pont entre, pour avoir une assurance, il faut avoir un permis de conduire valable. De plus, la compagnie d'assurance doit être informée de toutes les modifications qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque. D'ailleurs, si le conducteur, si la personne n'est pas au courant son assurance d'éventualité quant à la restriction de son permis de conduire, ou bien que celui-ci n'est plus valable, eh bien, il s'expose évidemment au fait que l'assureur pourrait refuser son intervention. En fait, il va intervenir, mais l'assureur peut se retourner contre son client, et au minimum, il risque de ne plus être assuré par sa compagnie, et la personne doit alors passer éventuellement par le bureau de tarification pour essayer de trouver une nouvelle assurance. Donc, elle pourrait éventuellement même aller jusqu'à essayer de retourner, d'attaquer son client pour les dommages qui auraient été indûment payés. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, quelle est la responsabilité médicale? L'arrêté royal relatif au permis de conduire prévoit que si le médecin constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire, et ce, conformément à l'article 24 de la loi relative à la police de circulation routière. Donc, il y a une sorte de balancement entre, d'une part, la responsabilité de la personne, dès qu'elle se sent qu'elle ne pourrait plus être conforme aux normes ou bien qu'elle a des doutes concernant son aptitude à la conduire, la personne doit aller s'informer auprès de son médecin, mais également le médecin, lorsqu'il a connaissance que son patient ne pourrait plus satisfaire aux critères médicaux, il doit avertir son patient de ses obligations en matière de permis de conduire et d'aller éventuellement remettre son permis de conduire. Alors, évidemment, la responsabilité médicale est limitée. C'est un devoir aussi d'annoncement. On va jamais, le médecin n'est pas obligé de constater ou bien de vérifier que oui ou non son patient a été à remettre le permis de conduire à la commune. Mais c'est un devoir quand même d'avertir son patient s'il ne satisfait plus aux critères médicaux, ou bien, à cette occasion-là, dans certains cas, le médecin pourra délivrer une attestation d'aptitude à la conduite qui sera peut-être limitée dans le temps en fonction des critères médicaux. De même aussi que l'arrêté royal relatif au permis de conduire prévoit que lors de l'établissement d'un traitement ou la prescription de médicaments, le médecin doit contrôler l'effet du traitement, de chaque médication en particulier et surtout peut-être de l'association avec d'autres médications ou de l'alcool sur le comportement routier. Donc, de nouveau, le médecin doit informer son patient des conséquences possibles de son comportement sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire. Alors, qui détermine donc l'aptitude à la conduite? Cette matière
est couverte par les articles 40 à 46 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. C'est dans ces articles 40 à 46 qu'on va trouver la réglementation concernant la procédure et le choix du médecin en fonction de la catégorie du permis de conduire et de la nature des déficits. Et puis il y a le fameux l'annexe 6 qui recouvre et qui reprend toutes les normes minimales et les attestations concernant l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur. Alors on va voir quelques éléments. En ce qui concerne le groupe 1, c'est celui qui nous concerne en priorité, c'est-à-dire la conduite d'un véhicule, soit un cyclomoteur, catégorie AM actuellement, soit la moto, A1, A2 ou A en fonction de la cylindrée, soit le permis voiture qui est le plus classique, le permis B, éventuellement avec la remorque BE, et la catégorie G, c'est ça concerne la conduite d'un tracteur agricole qui maintenant en Belgique a une catégorie spéciale qui est la catégorie G, mais qui dépend du groupe 1. Alors, le principe, contrairement à ce qu'il avait été souhaité il y a à peu près une vingtaine d'années, de créer une chambre médicale couvrant tous les cas de figure, eh bien non, le législateur a préféré suivre la règle qui était déjà en vigueur avant, c'est-à-dire que c'est le médecin du choix du candidat qui détermine l'aptitude à la conduite, ce qu'on appelle parfois le médecin concluant. Cependant, dans certains cas, le médecin doit faire appel à des spécialistes. Là encore, ce sera le neurologue, en cas d'affection neurologique, le cardiologue, l'endocrinologue, dans certains cas, lorsque par exemple la personne reçoit des piqûres d'insuline au moins 3 piqûres d'insuline par jour. Donc voilà, donc dans certains cas, même si ça peut toujours être le médecin traitant, le médecin choisi par le candidat, qui est le médecin concluant, il doit s'informer auprès des différents spécialistes si la problématique relative à l'aptitude à la conduite concerne l'une ou l'autre de ces spécialisations. Et dans d'autres cas, il doit faire appel au CARA, c'est l'article 45. Alors, que dit cet article 45 ? Bon, d'abord, avant d'arriver à l'article 45, voyons un petit peu quelques réglementations issues de l'annexe 6. Qu'est-ce qu'il en est lorsque la personne souffre d'une affection neurologique ? Alors, l'annexe 6 prévoit que l'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue. En cas d'épilepsie, donc, c'est également le neurologue qui décide en fonction des normes relatives à l'épilepsie. C'est donc pas le cas rare. Parfois, on reçoit des demandes d'évaluation d'aptitude de la conduite uniquement liées à l'épilepsie. Le CARA également est lié à la même réglementation et va devoir demander l'avis, l'attestation médicale du neurologue concernant l'épilepsie. Mais, si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites, pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, eh bien alors l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45. Quel est ce médecin ? Eh bien c'est le médecin du CARA. Alors, voyons maintenant qu'est-ce qu'il en est de cet article 45. Qu'est-ce que c'est que cette diminution des aptitudes fonctionnelles pouvant affecter la conduite automobile ? Eh bien, si le médecin constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur qui résulte d'une atteinte du système musculo-squelettique, d'une affection du système nerveux central ou du système nerveux périphérique, ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement. Donc on voit c'est relativement large, même très large, et parfois en matière de discussion. Donc dans ces cadres-là, il renvoie le requérant dans un centre désigné par le ministre chargé de déterminer l'aptitude à la conduite. Ce centre, c'est le CARA. En quelque sorte, lorsque on trouve un trouble fonctionnel, même visuo-perceptif, cognitif, moteur ou autre, ou bien le comportement qui devient, comment dirais-je, imprévisible, eh bien, et que tout cela peut avoir évidemment un risque sur le comportement routier, sur la manière de maîtriser le véhicule, ou bien de la manière de se comporter avec les autres, eh bien, il doit renvoyer le patient dans un centre, au CARA, pour déterminer son aptitude à la conduite. Pourquoi ? Parce que nous verrons que le CARA a la possibilité de faire un test pratique, évidemment. Alors, quelles sont également d'autres normes qui sont reprises dans l'annexe 6 relatives aux affections neurologiques ? Le candidat dont les capacités fonctionnelles sont atteintes à la suite d'une intervention chirurgicale,
en raison d'une infection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte au plus tôt 6 mois après l'apparition du trouble fonctionnel. On va trouver assez bien, on va trouver ce délai de 6 mois concernant les affections neurologiques. Pourquoi? On veut s'assurer qu'il y a une certaine stabilisation des troubles, des séquelles de ces troubles. Donc ça ne sert à rien, par exemple, de voir une personne un mois après et c'est possible que dans 6 mois, il n'y a plus d'hémiplégie et autres, donc il n'est pas nécessaire d'adapter le véhicule. Alors, est-ce que tout AVC va entraîner un arrêt de la conduite pendant 6 mois, pour 6 mois? Eh bien, on a complété en 2002 l'annexe 6, le point relatif à cela, en disant que le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans trouble fonctionnel peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine la durée et également la durée de validité, sans attendre donc les 6 mois et sans passer par le CARA. Alors, cette modification, c'est ça qui est intéressant, lorsqu'on a donné l'explication au roi, on a dit que cette modification se justifie parce que la plupart des accidents ischémiques transitoires guérissent dans les quelques semaines. Bon, sans séquelles, et il est dès lors justifié de restituer le permis de conduire à l'arrêt. Donc on voit que dans l'objectif principal, c'est pas vraiment un AIT au sens précis du terme, mais c'est un accident vasculaire qui récupère très vite, qu'il n'y a plus de séquelles fonctionnelles. Donc à ce moment-là, le neurologue peut très bien prendre la décision que cette personne ne doit pas attendre les 6 mois, puisque quelque part, il n'y a plus de séquelles fonctionnelles et peut directement reprendre la conduite. C'est à lui, évidemment, à apprécier le danger d'une récidive éventuelle ou autre, mais ça, c'est comme pour tout autre AVC. Enfin, il y a aussi, concernant les maladies neurologiques évolutives, comme la sclérose en plaques, eh bien là aussi, on est un peu limité dans la durée de validité. Le candidat atteint d'une affection évolutive, influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, est soumis à un examen régulier. Et la durée de validité ne peut excéder 5 ans jusqu'à l'âge de 50 ans et de 3 ans à partir de cet âge-là. Donc même si on a affaire à une sclérose en plaques, je dirais dont il n'y a plus de poussée, et même parfois pendant des années et des années, eh bien normalement le permis de conduire restera toujours limité, mais il pourrait être prolongé de manière, je dirais, administrative si on fait appel au CARA, hein, mais éventuellement aussi par le neurologue. Alors, qu'est-ce que le CARA? Quelle est son histoire? Quelles sont ses missions? Quel est le cadre légal? Et comment le CARA évolue l'aptitude à la conduire? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, le CARA, hein, d'où vient le nom CARA? Le CARA avait l'avantage d'avoir le même nom en français et en néerlandais. Ça s'appelait le Centre d'adaptation à la route pour automobilistes handicapés. Et en néerlandais, ça donnait Centrum van Aanpassing aan het rijden der handicapautomobilisten. Donc on avait l'avantage comme ça d'avoir le même CARA pour la partie néerlandophone et francophone. Il est né en 78. Pourquoi 78? C'était juste après l'instauration de l'examen pratique pour obtenir le permis de conduire, et c'est arrivé ça en 1977. 67, c'était là, on commence l'examen théorique pour obtenir le permis de conduire. C'est comme ça que en 67, les personnes ont été chercher le permis de conduire, même s'ils n'avaient pas encore passé l'examen, parce qu'il suffisait de dire qu'on roulait en voiture, et bien finalement on recevait son permis de conduire. Les autres commençaient l'examen pratique et en théorique, et à partir de 77, c'est l'examen pratique. Et ce qui fait que on a dit, oui, mais les personnes qui ont des handicaps physiques, qui ont un handicap physique, il ne faudrait pas que ces personnes soient comment dirais-je, discriminée par rapport aux autres, et donc il faut un centre qui détermine dans quelle mesure cette personne est apte à conduire et surtout quelles sont les adaptations apportées au véhicule. C'est ainsi que le CARA est né, attaché au GOCA, le GOCA étant l'organisme qui s'occupe de déterminer, qui s'occupe d'organiser l'examen théorique et pratique pour le permis de conduire, entre autres également les inspections de l'automobile. Donc c'est comme ça que le CARA est né en 78, rattaché au groupement des organismes. Les missions à l'origine étaient donc celles de faire un descriptif précis des adaptations, de déterminer l'aptitude à la conduite automobile, de mettre à la disposition de l'auto-école choisie par la personne à mobilité réduite un véhicule adapté, et de conseiller la personne en matière donc d'adaptation pour résoudre les problèmes d'embarquement du fauteuil roulant, par exemple. Et même, on avait une mission aussi pour essayer de s'informer et de voir d'aider au développement des adaptations, de nouveaux systèmes d'adaptation prévus pour les personnes à mobilité réduite. Ce qui fait qu'à l'origine, le CARA était, on
voyez à peu près 300 à 400 personnes. La majorité des gens n'avaient donc pas encore de permis de conduire. Hein, c'était donc essentiellement les handicapés locomoteurs. Il y avait une forte proportion de malformations congénitales. C'était les personnes souffrant d'un IMC et autres. Et l'importance, on met évidemment en exergue, et le plus du CARA, c'était justement cette importance d'examiner le bilan moteur et fonctionnel dans l'évaluation de la conduite automobile. Seulement, les choses ont changé. D'abord, les besoins de mobilité et les progrès de la médecine et également l'efficacité des centres de revalidation ont conduit que plusieurs personnes, avec même de graves accidents vasculaires cérébraux par exemple, gardaient des séquelles, mais ils sortaient d'une mauvaise part, je dirais, donc ils étaient survivants, et on se posait la question de quelle mesure ces personnes qui avaient déjà un permis de conduire étaient quand même aptes à la conduite. Donc on a une évolution de la population avec l'augmentation des handicaps acquis, non plus de naissance, hein, c'est-à-dire des personnes qui avaient donc déjà un permis de conduire, et la question est de savoir dans quelle mesure ils étaient encore aptes à conduire. On voit donc de plus en plus la part d'handicaps non visibles, hein, je pense aux troubles, les troubles d'attention, les troubles visio-perceptifs, ou même les myopsies, quel était l'impact concernant la conduite européenne. Par la suite, il y a aussi le problème des conducteurs âgés et les problèmes avec une infection psychiatrique. Donc, de plus en plus, le CARA va évaluer les aspects perceptivo-cognitifs, et de même que le but du test pratique sera également un petit peu changé, puisqu'il ne s'agira pas de voir dans quelle mesure la personne maîtrise le véhicule, mais dans quelle mesure la personne avec un handicap non visible est quand même comporte un comportement au volant qui est adapté à la situation. Ça ajoute également une importance de plus en plus accrue à une conception multidisciplinarité, enfin une conception avec plusieurs, où il faut entretenir des rapports entre l'aspect médical, l'aspect d'examen pratique et les aspects visio-perceptifs. Le nombre de personnes est fortement évolué, puisqu'en 78 on voyait 188 personnes. Actuellement, en 2015, il y a plus de 7000 personnes qui ont été examinées par le CARA. Et on voit également que la proportion des personnes qui ont un permis de conduire avant donc le handicap est maintenant la grande majorité, puisque plus de 90% des personnes ont déjà un permis de conduire, et la question de savoir s'ils peuvent reprendre oui ou non le volant, s'ils sont aptes ou non à reprendre le volant. Quelle est donc la population examinée par le CARA? Plus de la moitié concerne les sujets cérébraux lésés, accidents vasculaires, traumatisme crânien, un peu moins d'IMC, anoxie cérébrale, les tumeurs. Une grande proportion concerne également des sujets âgés avec une dégénération, avec un trouble neurodégénératif, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, également toutes les autres formes de démence, la Corée et autres. Il reste évidemment toujours un pôle avec un handicap locomoteur congénital ou acquis, les paraplégiques, les tétraplégiques, les malformations congénitales, les amputations, la dystrophie musculaire, la myopathie, les maladies osseo-articulaires et rhumatismales sont également une population importante. Est venu s'ajouter les sujets psychiatriques pour aider le psychiatre souvent à déterminer l'aptitude à la conduite. L'avantage, c'est que le CARA est donc un élément extérieur, et donc ça peut parfois aider garder en état le contact entre le psychiatre et son patient. Évidemment, les conducteurs âgés et aussi les conducteurs déchus du droit de conduire. Alors, le CARA est composé donc d'une équipe pluridisciplinaire. Nous avons actuellement 3 médecins, 2 médecins du travail et un médecin de médecine physique. On a 5 experts en évaluation et en adaptation, ce qui est peu. Heureusement, maintenant, nous avons eu la possibilité d'engager 2 personnes qui sont en formation. Nous avons 3 psychologues ou neuropsychologues, également une 4e vient d'être ajoutée qui est en formation, 2 secrétaires, un responsable qui est le Dr Khan, qui est le Dr Psy. Ça veut dire au total une quinzaine de personnes. Pour voir 7000 personnes, c'est pas toujours évident. Les moyens techniques, on a une quinzaine de véhicules adaptés ou modulables en fonction des différentes problématiques. On a un camion également qui est issu d'un projet européen qui permet également par exemple, au départ, il était destiné à mesurer les problèmes de vigilance sur les conducteurs poids lourds, et également différents appareils pour mesurer les aspects visuels ou sensoriels avec l'ergovision ou un œil frais. Les tests neuropsychologiques et les examens pour mesurer la force, comme par exemple le MAR. Alors, les missions du CARA sont donc déterminées par l'article 45. C'est celle de déterminer l'aptitude à la conduite, de déterminer les aménagements à apporter au véhicule, les conditions et restrictions à l'utilisation du permis de conduire, et d'établir l'attestation médicale, c'est-à-dire le modèle 12 qui est spécifique au CARA
pour le groupe 1. En ce qui concerne l'aptitude à la conduite pour le groupe 2, donc ça c'est normalement la compétence du MEDEX ou de la médecine du travail, mais lorsqu'il y a un trouble fonctionnel, le médecin du travail ou le médecin de MEDEX va demander également du CARA d'examiner par un test pratique dans quelle mesure la personne peut être apte et avec quelles adaptations. À ce moment-là, le médecin du CARA ne va pas délivrer l'attestation à la personne, mais va délivrer l'attestation au médecin du MEDEX ou du médecin du travail. Donc l'obligation légale du CARA concerne l'article 45, c'est-à-dire les troubles fonctionnels, mais également en cas de non-respect des critères visuels, et cela sur les deux postes maintenant, je vais dire. D'abord le champ visuel. Déjà depuis 1998, il était possible, à petite exception, de conduire une voiture, pas pour le groupe 2 évidemment, mais pour une voiture, si on ne respectait pas le critère du champ visuel, qui était à l'époque uniquement de 120 degrés. Mais depuis 2010, on peut également conduire si on ne respecte pas l'autre norme visuelle la plus classique, c'est-à-dire l'acuité visuelle. L'acuité visuelle doit avoir une acuité minimum de 5 dixièmes, mais lorsque l'acuité est mesurée entre 3 et 5 dixièmes, on peut conduire avec l'accord de l'ophtalmologue et du CARA, pour autant qu'évidemment qu'on soit en ordre concernant le champ visuel et qu'on n'a pas d'autres problèmes invalidants. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau du champ visuel? Donc, la règle qui depuis des années était de 120 degrés sur l'axe horizontal, l'amplitude minimum, a été modifiée en 2010. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 120 degrés minimum, c'est comme avant, mais on précise aujourd'hui qu'autour du centre, le champ visuel, l'amplitude doit s'étendre au moins de 50 degrés vers la gauche et vers la droite, et d'au moins 20 degrés vers le haut et vers le bas, donc ça c'est pour le groupe 1. Et on ne peut pas avoir de déficit absolu dans un rayon de 20 degrés au centre. Ce qui veut dire que maintenant, même une quadranopsie n'est plus apte à la conduite. Ça devient une exception de pouvoir conduire avec une quadranopsie. Alors, donc si la règle est plus stricte quelque part, il y a toujours en Belgique, enfin toujours dans le critère européen, mais c'était appliqué déjà en Belgique et surtout aux Pays-Bas, et en Belgique depuis 1998, que le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ visuel peut, dans des cas exceptionnels, et sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte par le médecin du CARA à condition de remplir les normes relatives à l'acuité visuelle, on peut faire exception sur les deux côtés, et surtout de satisfaire un test de conduite par le CARA. Alors, comment va-t-on évaluer l'aptitude à la conduite au CARA? D'abord, ça commence par une déclaration personnelle qui est téléchargeable sur le site de l'IBSR ou bien qu'on peut demander à recevoir par la poste. Donc c'est un questionnaire dont une partie est à remplir par la personne elle-même, mais également une bonne partie est à remplir par le médecin, ça peut être le médecin traitant, qui ne va pas remplir tous les aspects, mais qui va remplir les aspects qui sont importants relatifs à son patient. Donc la déclaration personnelle, c'est celle-ci, c'est 2 pages uniquement, où on va reprendre les point par point les différents titres de chapitre qui sont repris dans l'annexe 6. Ça va commencer par l'affection neurologique, les affections mentales, l'épilepsie et la somnolence pathologique, les troubles locomoteurs, les affections du système cardiovasculaire, le diabète, les affections du système vestibulaire, les fonctions visuelles qui évidemment sont très importantes, également les critères relatifs à l'alcool ou les autres drogues ou les médicaments, les affections rénales et hépatiques, s'il y a des implants et d'autres troubles qui pourraient affecter la conduite automobile, et également le rôle des médicaments. Alors pourquoi demander ça aux patients et surtout évidemment aux médecins? Le patient, ça permet aussi pour nous d'avoir une idée dans quelle mesure, par exemple, la personne a conscience de ses séquelles, évidemment, d'un trouble. Par exemple, lorsque la personne souffre d'un AVC ou d'un traumatisme crânien, il est toujours intéressant de savoir dans quelle mesure la personne a conscience ou non de ses limitations ou pas. Donc on va nous surtout regarder si, par exemple, on a un désaccord entre non, pour le patient il n'y a pas de trouble et pour le médecin il y a un trouble. Ça peut déjà pour nous avoir une indication concernant la connaissance ou la nosognosie des troubles. Alors, mais évidemment, chaque point est détaillé pour la partie médicale et doit être rempli par le médecin à partir du moment donné où ce point a une importance par rapport à la conduite automobile. Et c'est ainsi que là, ça peut être le médecin du traitant, mais ça peut aussi évidemment dans certains cas être le spécialiste, ou bien ça peut être le médecin du traitant avec
en annexe les rapports du spécialiste sur les différents points qui concernent ou qui a un impact concernant l'aptitude à la conduite. Alors, suite à ça, une fois que nous avons cette information en retour, au CARA, on va décider dans quelle mesure la personne peut être vue en antenne mobile, comme par exemple si on va à Château-Rouge, ou bien si la personne doit être vue pour un examen complet, je dirais, avec un examen neuropsy et un examen médical réalisé par notre médecin. Et ça, malheureusement, ça se fait à Bruxelles. Alors, prenons le cas où la personne est examinée à Bruxelles avec un examen médical et un examen neuropsy. L'évaluation de l'aptitude de la conduite va comporter un bilan médical et locomoteur qui est réalisé par le médecin, ou bien si c'est en antenne mobile, ça va être réalisé par l'expert en aptitude. Il faut savoir que les informations médicales ont été quand même remplies par un médecin et sur la base de la déclaration médicale et de la déclaration personnelle et médicale. On fait un bilan visuel qui est réalisé par l'expert en aptitude. On fait un bilan neurovisuel, ça sera réalisé par un psychologue, avec le bilan neuropsychologique et un test pratique sur la route. Alors, examinons ces différents points. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Alors, donc le rapport médical, l'examen médical est réalisé par le médecin, qui va examiner le dossier médical, qui va éventuellement compléter celui-ci par d'abord examiner dans quelle mesure il est conforme par rapport aux critères médicaux sur les différents points, l'épilepsie, le rôle des médicaments, les risques cardiovasculaires, le diabète. Si il faut des informations complémentaires pour le neurologue ou bien pour tous les cas de spécialisation, c'est à ce moment-là que la décision va être prise d'envoyer des courriers complémentaires aux médecins pour recueillir leur information et l'attestation médicale ad hoc. Et le médecin va donc réaliser son examen locomoteur, faire un bilan fonctionnel, examiner la motricité, examiner la sensibilité superficielle et profonde, examiner le tonus, examiner la coordination et l'équilibre. En cela, il peut être aidé par l'expert en aptitude qui aura mesuré par exemple la force avec un appareil qui s'appelle le MAHA. Donc ça, c'est en fait pour déterminer l'handicap locomoteur et dans quelle mesure on peut adapter le véhicule pour compenser les déficits observés. Donc habituellement, lorsque donc une personne souffre d'une paraplégie ou autre, eh bien on y aura ou une hémiplégie, on aura toute une série d'adaptations qui vont aider la personne à conduire en toute sécurité. Prenons le cas d'une hémiplégie gauche, eh bien on va passer une boîte automatique, ça sera marqué sur le forme d'un code qui est le code 1002, qui veut dire qu'on peut conduire une voiture automatique. On va mettre un pommeau à 2 heures avec toutes les dispositions de commande donc pour éviter de lâcher le volant. Et ça sera également sous forme d'un code que le code 3504 qu'on va insérer sur le permis de conduire. Si c'est une hémiplégie droite, ça va être un peu plus compliqué puisqu'il faudra également adapter déplacer la pédale d'accélération. Donc on va d'abord de nouveau conduire avec une boîte de vitesse automatique, code 1002, mettre un pommeau au volant à 10 heures avec une disposition donc, de commande pour éviter de lâcher le volant, et c'est le code 3503. On va mettre une pédale d'accélérateur à gauche, ce sera le code 2508. On va évidemment éviter de conduire avec 2 pédales d'accélérateur, donc il faut rabattre la pédale d'origine, c'est le code 2509, et parfois on met un croisement pour éviter que la personne, pour éviter une meilleure stabilisation du pied sur la pédale. Mais tout ça sera donc marqué sur le permis de conduire sous forme de code. Le bilan visuel, il est réalisé avec, le plus souvent, c'est l'ergovision. On va mesurer l'acuité visuelle, vision de loin, surtout la vision binoculaire qui nous intéresse. Il faut donc arriver à 5 dixièmes en vision binoculaire. Si jamais ce n'est pas le cas, on va demander un examen ophtalmologique complémentaire. On mesure également l'acuité dynamique, parce que c'est une épreuve qui était fort sensible chez les personnes âgées, suite à une étude qu'on avait eu l'occasion de faire au CARA il y a maintenant 20 ans, mais qui avait montré que l'acuité dynamique avait été fortement corrélée à l'aptitude de la conduite chez les personnes âgées. Et on peut faire un examen rapide du champ visuel, mais on a mieux, puisqu'on a un bilan neurovisuel qui peut être réalisé par rapport avec le CITA-FAS ou avec le CITA, avec un Humphrey de la marque Zeiss. Et on a développé sur le champ visuel 2 tests spécifiques parce qu'on n'était pas satisfait, je dirais, de l'examen classique. Par exemple, le chauffeur cinétique sur cet appareil n'est composé que de 6 ou 8 points, ce qui nous trouvait un peu faible. Et deuxièmement, nous préférons, on a aussi l'examen le champ visuel, par exemple, central,
Mais ce qui est important, c'est d'avoir une idée de l'ensemble du champ visuel utile pour la conduite, ce qui fait qu'on a développé sur cet appareil 2 tests particuliers. Le test un champ visuel statique, qui est composé de 156 points, et également un test cinétique qui mesure la périmétrie, les contours du champ visuel binoculaire, soit en 5/4, en 3/4 ou en 1/4, donc on modifie la taille de la cible. Alors c'est important, pourquoi? Parce que lorsque, comme je le dis, on peut conduire avec Elinganovsky, il est parfois utile de voir s'il n'y a pas une différence entre une évaluation statique versus une évaluation dynamique du champ visuel. On peut parfois observer certaines différences, et donc ça pourrait être un argument pour dire que cette personne en cinétique observe en tout cas, ou en tout cas répond à certains mouvements, alors qu'en statique, il ne répond pas, et donc ça pourrait favoriser des stratégies de regard. Et donc, grâce à et de nouveau, c'est qu'une particularité du CARAS, c'est qu'on examine directement le champ visuel en vision binoculaire, et non pas, on ne va pas faire une somme entre la vision de l'œil gauche et de l'œil droit. Alors, l'examen neuropsychologique, son but est de cerner donc les séquelles perceptivo-cognitives et les troubles du comportement liés à une lésion cérébrale ou à l'âge, et qui pourrait affecter la conduite automobile. On va se baser sur des modèles de la conduite automobile, le modèle de Michon, le modèle de traitement de l'information, je ne vais pas détailler ici, mais où évidemment l'aspect visuel est important. L'attention visuelle est importante. On utilise des épreuves papier-crayon, comme on utilise dans les centres de revalidation, des tests informatisés, certains sont les mêmes qui sont utilisés dans les centres de revalidation, comme par exemple à Château-Rouge, des tests spécifiques pour la conduite automobile. Je vais vous parler par exemple du test de l'UFOF qui est utilisé chez les personnes âgées, mais également chez certaines personnes avec des cérébraux lésés, des examens qui sont issus de la neuro-ophtalmo, comme le MFRE. Alors, ça va s'articuler sur 4 axes. L'efficience cognitive globale, c'est surtout sur les personnes âgées, le prélèvement et le traitement de l'information visuelle, qui est la chose la plus importante pour conduire, on va dire, les processus d'attention et les fonctions exécutives, et l'attitude et le comportement, pour voir dans quelle mesure la personne est consciente de ses limitations ou pas, et comment elle envisage si elle est à risque, si elle est impulsif ou pas. Alors, l'efficience cognitive globale, on utilise classiquement le MMS comme chez beaucoup, comme pour un neurologue. Alors, pourquoi utiliser le MMS? On sait très bien que, par exemple, avec une maladie d'Alzheimer, on peut conduire, mais dans le début de la maladie, quand les troubles sont légers, quand ils sont limités, je dirais, à l'orientation dans le temps, ou les troubles de la mémoire, mais qui n'affectent pas les problèmes d'attention et de concentration. Donc, avoir un impact concernant avoir une information concernant l'efficience cognitive globale est intéressant et même obligatoire. Il faut quand même que le conducteur reste responsable de ses actes en volant. On utilise également une mini-batterie qui est composée du MMS, du Trail A, également du test de l'horloge et de l'âge, pour essayer de reconstruire une nouvelle échelle, également sur 30 points. Et on a fait une étude en trouvant que si on utilise et si on fait un score entre le 20 à 24, eh bien on a une sensibilité de l'instrument à 80%, c'est-à-dire que les sujets déclarés après inaptes ont été détectés, et une spécificité de 85%. C'est pas toujours évident d'avoir des sensibilités et une spécificité haute des deux côtés. En ce qui concerne donc le prélèvement et le traitement de l'information, donc on a le champ visuel binoculaire avec le MFRE. On a également le champ visuel attentionnel. Ça découle d'une étude, d'un neuropsychologue et d'une ophtalmologue américaine qui sont construits ce qu'on appelle l'UFO, Visual Field of View. C'est une épreuve qui va déterminer l'espace dans lequel la personne est capable de traiter en un seul regard un champ visuel. Alors, c'est déterminé en fonction d'une épreuve. En fait, on va examiner, il y a 3 composants qui est important pour l'UFOF. C'est la vitesse de capacité de traitement, c'est la capacité d'attention divisée, c'est la capacité d'attention sélective. En fait, c'est une épreuve qui est divisée en 3 parties. Dans une première partie, on va mesurer un seuil de discrimination visuelle en vision centrale. C'est le fait de discriminer entre une voiture et un camion au centre de l'écran noir dans le petit carré. Et on va faire cette même épreuve avec un second véhicule en vision périphérique, qui est toujours une voiture, et que le sujet doit à ce moment-là également localiser. Et puis on va faire cette même épreuve
avec les distracteurs, et la personne doit toujours identifier ce qu'il a vu au centre, la vision centrale, la vision des détails, et localiser le second véhicule en vision périphérique, avec ou non les distracteurs, et on pourra comme ça calculer une sorte de rétrécissement du champ visuel attentionnel, qui n'est pas donc le même que le champ visuel mesuré par l'ophtalmo, classiquement par une périmétrie, hein, et qui va nous donner une information concernant cette capacité du sujet à pouvoir faire attention à un espace relativement étroit. On sait par exemple que les conducteurs âgés qui ont des difficultés dans les carrefours ont souvent, ou une des raisons, c'est un certain rétrécissement du champ visuel, donc ce qui fait qu'ils n'ont plus le temps suffisant pour détecter une information en vision périphérique, alors que le champ visuel est normal. On va regarder, surtout donc les cérébralisés, s'il n'y a pas des troubles visuo-constructifs et des troubles visuospatiaux qui sont importants, parce que la conduite automobile, c'est une tâche visuospatiale, hein, la place sur la chaussée, l'estimation des distances, l'estimation des mouvements, tout ça fait appel à des fonctions visuospatiales réservées. Donc le simple fait de recopier un dessin peut déjà nous indiquer, par exemple, des lésions ici pariétales droite, qui fait que la personne a des difficultés pour justement bien placer correctement les éléments du dessin les uns par rapport aux autres. On peut voir aussi des signes d'hémi-négligence, donc on va rechercher tous les effets de latéralisation à différents niveaux. Les simples, on peut mesurer, par exemple, le champ visuel peut être complet, mais on peut voir une augmentation des temps de réponse dans un champ visuel gauche, donc ça on pourra mesurer. On pourra par exemple voir des signes de latéralisation avec une épreuve qui s'appelle le grayscale, où on voit par exemple là deux rectangles avec 2 degrés, en fait ce sont le même rectangle mais inversé. Ben, si on a une personne avec une hémianopsie ou si on a une personne avec une héminégligence et qu'on pose la question lequel de ces 2 rectangles est le plus gris, eh bien on va avoir une réponse que la personne va dire ben, c'est au-dessus qu'il est plus gris parce que effectivement il n'y a que la moitié de l'information qui a été prise. Alors on pourra voir comment va se comporter cette personne. Par exemple, à une épreuve de bisection de ligne, on va demander de chaque fois pointer le milieu de trait et on va pouvoir voir par exemple un comportement différent entre une personne avec une hémianopsie et une personne avec une héminégligence. Lorsqu'il y a une personne avec une hémianopsie, donc elle aura toujours on va la détecter au grayscale, mais comme une personne avec une héminégligence. Mais par contre, à la bisection de ligne, une personne qui a une hémianopsie a tendance à surcompenser, donc il va déplacer son centre plutôt vers la gauche, tandis qu'une personne avec une héminégligence va toujours avoir le mécanisme inverse, c'est-à-dire déplacer le centre vers la droite. Donc comme ça, on pourra avoir une idée si le problème est plutôt une hémianopsie versus un problème où se greffent des problèmes attentionnels ou de l'héminégligence. On va faire des épreuves d'exploration visuelle sur papier crayon ou bien sur ordinateur. Les fonctions attentionnelles, les fonctions exécutives sont examinées essentiellement par des épreuves sur ordinateur, où on va mesurer le temps de réponse sur certaines épreuves et également les erreurs, les omissions. On va mesurer les composants d'attention sélective, la capacité du sujet à résister à une inhibition motrice ou bien une inhibition cognitive, résister à une réponse dominante, résister à des éléments perturbateurs. On va voir dans quelle mesure il n'y a pas une certaine forme de distractibilité frontale, c'est-à-dire est-ce que la personne est capable de rester concentrée ou bien elle est également distraite dès qu'apparaît une information visuelle ou autre dans son périphérie, ou bien au contraire, est-ce que nous avons affaire à une personne qui est rigide mentalement, est-ce qu'on va avoir des problèmes de flexibilité, donc on y aura toutes les épreuves de flexibilité mentale. On va voir dans quelle mesure la personne a une réduction de ses capacités d'intention divisée en faisant des doubles tâches. On peut aussi travailler dans des épreuves plus compliquées, où il y a un contrôle intentionnel plus élevé. En ce qui concerne la perception et le comportement, bien ça, dans certains cas, mais c'est surtout ma collègue, lorsqu'on a affaire des patients psychiatriques, on peut réaliser un MPI, mais c'est surtout à travers l'entretien qu'on va essayer de déterminer dans quelle mesure la personne collabore à l'examen, si elle a des plaintes ou si elle n'a pas de plaintes, et comment elle juge sa prestation en différentes épreuves pour avoir une idée dans quelle mesure la personne a ou non conscience des difficultés, si elle en a, et de quelle ampleur. Un test pratique, tous les candidats au CARA passent un test pratique, c'est réalisé avec une épreuve, avec un véhicule du CARA. Pourquoi un véhicule du CARA? Parce que d'une part, c'est un véhicule comme un véhicule auto-école, donc on a une double commande, donc on peut intervenir. Deuxièmement, ce sont des véhicules dont on peut changer le volant pour placer, qui sont intermodables, dont on peut passer tous les différents types d'adaptations pour s'adapter aux troubles fonctionnels moteurs du candidat. Alors,
le but de l'examen pratique, c'est d'abord évidemment de mesurer l'habilité pratique à la conduite, la manipulation du véhicule, sa maîtrise du véhicule, mais c'est également, aussi, on va en profiter de voir dans quelle mesure la personne a quand même connaissance du code de la route, mais enfin l'objectif n'est pas de faire comme un test de pratique réalisé par le GOCA pour déterminer si la personne respecte ou non le code de la route, mais c'est surtout analyser son comportement routier. Est-ce qu'elle prend des risques? Est-ce qu'elle est capable d'anticiper des choses? Est-ce qu'elle a un comportement qui est adapté? Et si oui, est-ce que c'est adapté en tout style de trafic? Ou bien on a un comportement qui est adapté au niveau de la ville, ou bien dans un environnement restreint qu'elle connaît, mais pas sur autoroute. Donc tout ça, l'objectif du test pratique, ce sera de déterminer dans quelle mesure cette personne est apte à conduire dans des différentes circonstances. Le test pratique a une grille sur 88 items, comporte 88 items, qui vont donc examiner les différents aspects importants pour la partie pratique de la conduite automobile, la maîtrise et surtout le comportement au volant. Alors, la phase conclusive, c'est le rôle du médecin à nouveau, du CARA qui sera l'élément principal de la phase conclusive, c'est-à-dire de décider l'aptitude à la conduite avec concertation avec des différents intervenants et éventuellement le responsable s'il y a discussion. C'est le médecin du CARA qui va donc déterminer et délivrer l'attestation médicale pour le groupe 1, c'est ce qu'on appelle le modèle 12, c'est l'attestation médicale du CARA, tandis que le médecin, les autres médecins, lorsqu'ils délivrent l'attestation, c'est le modèle 7. En ce qui concerne, lorsqu'on est appelé pour le groupe 2, on va donner un avis concernant les aspects pratiques de la conduite automobile pour le médecin du MEDEX ou le médecin du travail. Les décisions prises sont donc aptes avec ou sans conditions ou restrictions, avec des aménagements, oui ou non, adaptés au véhicule, et la durée de validité qui est limitée ou peut-être illimitée. Évidemment, on peut être inapte à la conduite. Dans ce cas-là, on peut refaire une nouvelle demande dans les 6 mois, enfin après 6 mois. Parfois aussi, on demande à la personne de suivre des cours d'auto-école. C'est la procédure 10 heures plus test. Alors, pourquoi fait-on appel à cette procédure? Par exemple, lorsqu'on est confronté, ça arrive quand même encore, à des personnes qui n'ont pas d'expérience de la conduite antérieure. Si je disais que plus de 90% avaient un permis de conduire, c'est le cas aussi de 10% qui n'ont pas de permis de conduire. Et dans ce cas-là, par exemple, au sujet d'un IMC ou autre, dans quelle mesure la personne est apte ou non à conduire, parfois on demande de passer 10 heures et on essaie de voir dans quelle mesure on a une courbe d'apprentissage qui s'éloigne pas trop, je dirais, de la courbe d'apprentissage attendue pour une personne débutante. C'est pour renforcer la conduite défensive, la conduite anticipative. C'est certainement, lorsqu'on a affaire à une personne avec une hyménopsie, de développer des techniques du regard qui, pour compenser cet handicap lourd qui est la perte du champ visuel, de la moitié du champ visuel parfois, il faut donc s'assurer d'une automatisation de ces techniques du regard. Donc, ces 10 heures de cours sont importants. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va demander à la personne de suivre 10 heures de cours dans une auto-école de son choix. L'auto-école recevra du CARA un descriptif du problème. L'auto-école recevra également une grille à remplir heure après heure sur les différents points. Et après ces 10 heures, il y a un nouveau test pratique réalisé par un membre du CARA pour déterminer dans quelle mesure ces 10 heures ont apporté une amélioration ou pour nous une réponse concernant l'aptitude de la conduite. Alors les conditions restrictives, parce que bon, je dis la plupart du temps, en tout cas chez une personne avec une cérébro lésée, bon, il reste des séquelles, on peut conduire avec des séquelles, on peut conduire avec même des troubles, un ralentissement et autres, mais il faut avoir une conduite adaptée. Alors, quelles sont les manières d'adapter? Une manière d'adapter, c'est de restreindre la conduite automobile dans certaines conditions, comme l'ophtalmologue peut restreindre la conduite automobile le jour, ça mettra sur un forme de code. Avant, c'était les codes 0501 pour ça. Maintenant, c'est le code 61. Pourquoi? Parce que depuis janvier de cette année, il y a une nouvelle réglementation européenne avec des nouveaux codes qui sont arrivés. Et par exemple, les codes 05, comme on disait, qui faisaient usage justement de ces codes de restriction, dans un rayon, sur l'autoroute et tout ça, sont maintenant changés et sont les codes qui sont repris entre les codes C61 et 69. Donc, par exemple, conduire dans un rayon, avant c'était le 05, 02, on mettait le nombre de kilomètres, ou on mettait le code postal de la rue, de la ville, maintenant ce sera le code 62. L'interdiction de conduire sur les autoroutes, qui était en fait le code avant 05, 07, maintenant devient le code 67. Conduire avec une vitesse limitée, c'est peu utilisé par le CARA, mais c'est le code 0504 qui devient le code 65.
Déterminer également la durée de validité. Donc ça, on est souvent limité avec... ça se retrouve dans les critères et les annexes, l'annexe 6. Le médecin du CARA va donc déterminer l'attestation d'aptitude, le modèle 12, où sera repris donc les différents codes. Bon, c'est encore ici maintenant les anciens codes, mais et puis, avec cette attestation médicale, la personne doit aller à la commune modifier son permis de conduire. Ces codes seront marqués et sont toujours et doivent être marqués sur les colonnes adéquates au niveau du permis de conduire. Voilà, donc nous avons choisi au CARA d'adopter une approche multidisciplinaire, pluridisciplinaire de l'aptitude de la conduite. L'examen médical et la part évidemment médicale est important, puisque c'est les critères médicaux et autres, hein. Mais c'est également le test pratique qui va déterminer dans quelle mesure, malgré les déficiences, est-ce que la personne a un comportement volant qu'on peut qualifier comme étant adapté à la situation et à quelle situation, et également des tests neuropsy qui peuvent déterminer de manière analytique dans quelle mesure, quelles sont ces séquelles, quelle est l'ampleur des séquelles et comment le sujet peut ou non s'adapter, enfin conscient de ses limitations. Enfin, je rappelle aussi, c'est toujours été notre philosophie, que la nécessité, il est nécessaire, en tout cas chez les cérébralisés, de ne pas se focaliser uniquement sur les difficiles, mais de prendre en compte les moyens et les mécanismes de compensation, éventuellement de les former ou de les apprendre par les heures d'auto-école ou bien même parfois de certaines rééducations. Je pense par exemple à certains centres qui font de la rééducation sur simulateur pour essayer de développer des possibilités de compensation. Voilà, j'espère être plus ou moins complet, d'avoir été. Je vous attends pour les questions. J'aurais voulu savoir, parce qu'on parle de l'aptitude à la conduite, mais dans les années qui viennent, doucement, l'aptitude à la conduite va devenir de moins en moins nécessaire. Si les développements continuent, est-ce qu'il y a déjà des approches qui sont prises? Parce que même si on ne conduit plus la voiture, il y a toujours sans doute la nécessité de pouvoir prendre le contrôle à un moment ou à un autre. Voilà. Est-ce que le CARA envisage déjà ces options-là? Disons qu'on ne va pas pour l'instant envisager de manière précise, mais effectivement, on sait, par exemple, la voiture Google et tout ça vont éventuellement porter. Maintenant, à quelle vitesse ces adaptations vont être, je dirais, appliquées et vraiment utilisées en Belgique pour un grand nombre, il faudra certainement attendre encore quelques années. Mais en tout cas, effectivement, ça ouvre par exemple la voie à des personnes qui sont pour l'instant déclarées inaptes à la conduite automobile, hein, mais qui, grâce à ces adaptations, pourraient éventuellement être aptes à la conduite. Effectivement, oui. Donc c'est évidemment un avenir, mais là encore, ça va se poser toujours les questions de responsabilité, qui ne sont pas tranchées d'ailleurs pour tout le monde. Hein. Qui est responsable s'il y a un accident? Est-ce que c'est le constructeur, c'est Google ou bien c'est la personne? La prise en charge financière. Alors la prise en charge financière, on peut faire appel et on peut faire appel avec l'attestation du CARA, par exemple. C'est pour ça qu'on a également une feuille qui est destinée pour la personne. La personne avec ça peut aller voir la VIP. Hein. Maintenant, elle a changé de nom. C'est la VIC maintenant. C'est la VIC. Hein, la VIC, hein, pour essayer de rembourser au niveau des adaptations. Il y a aussi toute une série. De même, il peut, dans certaines conditions aussi, bénéficier d'une réduction de certaines taxes. Mais là encore, je n'ai pas moi, parce que c'est pas moi qui m'en occupe, mais on peut retrouver ces informations d'une part, peut-être sur notre site, mais certainement sur la VIC et autres. Quelles sont les adaptations, quelles sont les possibilités de recouvrement concernant certaines taxes et également concernant les adaptations. Souvent, c'est par exemple un plafond. Hein, parfois, bon, le prix pour une conduite manuelle ou autre, c'est ils interviennent jusqu'à tel prix. Non, actuellement le CARA reste gratuit. C'est un petit peu l'origine du CARA en fait. Hein, quand en 78 on a créé le CARA, c'était justement pour déterminer, pour éviter qu'une personne avec un handicap, et on parlait évidemment des personnes avec des fauteuils roulants ou autres, ne doivent pas payer plus qu'une personne valide pour présenter et réussir l'examen pratique. Donc c'était un peu le départ. Maintenant, c'est vrai que les choses changent hein, et on ne peut pas répondre, mais pour l'instant, ça fait depuis 78 que le CARA reste gratuit. De même qu'on met toujours encore à la disposition de l'auto-école la voiture équipée gratuitement. Évidemment, les cours sont payants à l'auto-école, mais également le CARA. Espérons qu'on puisse encore le faire. Parfois, on entend au-dessus, à l'étage, d'autres désirs, mais bon, pour l'instant, c'est toujours le cas.
Maintenant, le patient âgé c'est un peu inquiet, lui il a dû devoir passer des tests sur le vote qui n'est pas la leur. Oui. C'est possible de le faire à tout à l'heure. Et l'autre question, c'est le délai entre la demande et le passage du test. Voilà. Alors, je dirais que c'est, a priori, on passe l'examen pratique avec le véhicule du CARA. Ça, c'est normalement la règle de base pour des motifs de sécurité, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il a bien, donc on ne connaît pas la personne. Maintenant, il est arrivé, et ça je dirais c'est un peu la personne qui fait passer le test pratique, il peut arriver qu'on revoie une personne pas année après année, mais en tout cas avec un certain suivi, et donc qu'on connaît cette personne, à ce moment-là, parfois, l'examinateur accepte de passer un test pratique avec le véhicule du candidat. Mais ceci a priori, les consignes sont non. Hein. Maintenant, c'est à charge un petit peu de la personne de dire, voilà, non, je pourrais peut-être travailler comme ça. Parce qu'il faut quand même pouvoir intervenir, on ne sait jamais. Quant à la deuxième question, de dire le délai, c'est vrai que pour l'instant, les délais sont longs. C'était dû au fait qu'il y a 2 personnes qui sont aussi parties en pension et au départ n'ont pas été remplacées. Maintenant, nous avons la possibilité on a eu la possibilité d'engager 2 personnes, mais ils sont encore en forme de formation et donc ils sont pas encore indépendants. Donc, pour l'instant, la durée d'attente est encore assez importante. Au niveau de neuropsy aussi, là encore, on a reçu l'autorisation d'engager une personne supplémentaire, mais là encore, elle est aussi encore en formation. Donc, pour l'instant, on est encore en phase de souffrance, on va dire, hein, au niveau de ce cas-là. Mais l'objectif est bien d'essayer d'améliorer. Oui. Oui. Allez-y, oui. Quand est-on vieux? Ah, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de moment. Voilà. La solitude intervient-elle aussi dans les critères? Normalement pas. Donc, la vision monoculaire. La vision monoculaire, c'est déterminé par l'ophtalmologue, mais normalement, vous avez les critères, c'est la vision binoculaire, il faut 120 degrés, il faut 120, 50 degrés, 50 à droite, une vision monoculaire répond aux critères médicaux. C'est un peu en relation avec les 2 dernières questions sur les personnes âgées. Pour faciliter les choses, peut-être c'est évident, toute la partie, tout le formulaire et toute l'annexe pour compte de les rédiger à l'hôpital de jour psychiatrique. Donc on a régulièrement des patients qui viennent, qui ont réalisé donc le bilan neuropsychologique, etc. Oui. Nous le faisons justement pour éviter que la personne doive se passer à Bruxelles. Quand on adresse alors pour le test du chapeau rouge, oui. Que ceux qui ont déjà passé les premières étapes, parce qu'il y en a un certain nombre, voilà. C'est inutile voilà, c'est ça. De conduite. Et par exemple, des simples choses, on fait des tests de reconnaissance du panneau routier, c'est parfois assez édifiant. Oui. Voilà. Ça suffit, donc est-ce que c'est des troubles cognitifs, est-ce que c'est des gens qui n'ont jamais su voilà. autre chose, voilà, oui. Et donc, il y a moyen, et ça, on a des délais voilà. pour cette première étape qui sont de l'ordre d'un mois. Je pense effectivement que, voilà, c'est ça, parce que si le CARA devait examiner l'aptitude à la conduite et de manière la meilleure possible, on n'est qu'une équipe de 15 personnes, l'handicap, c'est quand même quelque chose qui est relativement important. Hein. Je ne sais pas combien de personnes souffrent d'une forme ou d'une autre d'un handicap en Belgique, mais on peut quand même rapprocher de 10%. Hein. Et puis, les personnes âgées ou autres qui ont des difficultés de mobilité aussi. Donc, à ce moment-là, il y a une sorte de complémentarité, d'une part, entre le médecin qui peut d'abord lui-même intervenir et déterminer l'aptitude de la conduite avec le modèle 7. Et puis, dans d'autres cas où les troubles sont manifestement importants et qui ont un impact, auquel cas, un test pratique et l'ensemble de la procédure est adéquate. Pour essayer de trouver un accord, s'il est encore possible, d'ajuster, je dirais, les capacités résiduelles avec la conduite automobile.
C'est pour ça que je posais la question sur la voiture personnelle, parce qu'un exemple classique, c'est le dimanche à 11h, l'heure de la messe, ils sortent des portes de l'attendage avec des plaques à 5 symboles qui vont à 30 à l'heure jusqu'à l'église, avec un papier à chapeau dedans. Oui. Il est clair que s'il va au garage avec une voiture rouge ou des assiettes, Voilà. il va rater. Ouais. Mais il n'est pas nécessairement dangereux, il Voilà. sort 2 fois par semaine. Tout à fait. C'est l'exposition au risque. C'est l'exposition au risque. Effectivement, c'est en quelque sorte la société qui doit accepter quel risque elle accepte. Et moi, je trouve qu'il y a malheureusement, la société parfois a des positions ambivalentes ou autres où on exige beaucoup, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours faisable. Je voulais rajouter par rapport à ce que vous disiez, les tests pratiques. Ok, je comprends bien forcément l'examinateur, c'est un outil, donc c'est normal d'utiliser sa voiture. Mais quand ça se fait à Bruxelles, automatiquement, donc une personne âgée va se retrouver à Bruxelles. Voilà. À Bruxelles. Et C'est un problème. oui, mais si, parce que moi j'ai déjà eu aussi des patients où on a fait le test, donc c'est au Château Rouge, et s'ils n'arrivent pas du tout à être stable, Voilà. ils sont pas venus, parce Oui. que c'est aussi la même chose. Oui. C'est vrai. Malheureusement, si on demande à la personne d'aller à Bruxelles, parce que le médecin désire le voir, ou bien parce qu'il faut un examen neuropsychologique, on n'a pas reçu des informations récentes ou autres, on peut très bien aussi de dire, le test pratique pourra se faire en antenne mobile. Donc ça, c'est possible. Maintenant, c'est vrai que les antennes mobiles sont dans les endroits. À Liège, on va à Wandre, on va à Château-Rouge, on va à Esneux, mais bon, si la personne n'habite pas ces coins-là, effectivement, ça pose un problème. Maintenant, de l'autre côté, on va dire, si une personne habite dans la région de Liège, elle a tôt ou tard été confrontée, donc elle est quand même dans un milieu peut-être pas habituel, mais en tout cas qui n'est pas, en tout cas aussi infamilier ou non familier, plus exactement, que si elle devait être examinée à Bruxelles. Mais c'est vrai que il y a là, alors on doit essayer d'en tenir compte. Donc on doit essayer, c'est pour ça qu'il faut que le test pratique puisse avoir une certaine durée, pour pouvoir justement déterminer dans quelle mesure, au début, la personne a des difficultés pour s'adapter, et après, on voit que la personne arrive à un comportement qui est plus adapté. Si on a ce profil-là, c'est déjà c'est un bon signe. De nouveau, on a encore cet autre facteur qui est là, c'est que c'est une situation de test, c'est pas la situation de tous les jours. Et la situation de test, et surtout si une personne âgée, va avoir des difficultés de fonction exécutive ou autre. Donc effectivement, ce sont des facteurs qui sont là toujours. Alors il faudra essayer de juger dans quelle mesure c'est vraiment lié à un problème de stress ou autre. Malheureusement, on va dire aussi, parfois les situations de stress cachent aussi quelque chose. Donc parfois aussi, on a une personne qui va mettre l'accent sur le problème de stress, mais c'est aussi parce qu'il y a une diminution de ses capacités. Donc c'est pour ça que quelque part, il faut essayer d'objectiver le plus possible sur les différents aspects. D'abord, on va dire en laboratoire, en tout cas, d'autre part avec le test pratique, et essayer d'avoir un jugement qui ait du sens, on va dire. Bon, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci aussi. Voilà. C'est très bien. Ça nous permet d'éclaircir un peu. Oui. Je trouve que c'est Oui.